Merci beaucoup, bonjour. Merci aux organisateurs de m'inviter à nouveau. Très sympa d'être de l'autre côté de la Suisse. J'ai pris exactement le même titre que l'année passée. Si certains d'entre vous étaient déjà présents lors de ma conférence sur le loup, vous remarquerez que c'est exactement le même titre et l'introduction en fait va être la même. Raphaël. Mais l'idée c'est quand même de se focaliser un peu sur la situation du lynx avec l'accent qui sera mis quand même sur les populations qu'on rencontre dans les Alpes et notamment des Alpes valaisannes. Alors en fait, quand on regarde l'évolution de notre faune, j'aime bien prendre un peu de distance historique. Il faut s'imaginer l'Europe il y a environ 50 000 ans, avec l'Inlansis glaciaire qui descendait très bas sur l'Europe centrale, et puis évidemment les Pyrénées et les Alpes qui étaient couvertes également de cette masse glaciaire. Et puis il aura fallu attendre en fait la fin des grands épisodes glaciaires, il y a à peu près 15 000 ans, quand ça commençait à fondre, pour que la végétation colonise en fait les zones qui se sont mises à nu. Et puis très rapidement, on a eu évidemment les grands ongulés sauvages et les prédateurs qui ont colonisé ce milieu. Et puis l'homme, c'est un peu le dernier arrivé dans ce système, l'Homo sapiens, parce qu'évidemment, il y avait nos cousins, les Néandertals, qui étaient déjà présents. Mais l'Homo sapiens n'était pas encore présent en Europe centrale lorsque l'on avait ce grand retrait glaciaire. Et il aura fallu attendre finalement à peu près 40 000 ans il y a 40 000 ans, les premiers hommes sont arrivés à partir du Bosphore. Ils ont colonisé les Balkans à partir du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et puis ils ont commencé à s'étendre sur toute l'Europe et puis à remplacer notre cousin qui était l'homme de Néandertal. Alors on a en fait un chasseur qui arrive, qui va supplanter un autre chasseur. Le Néandertal était un grand chasseur émérite et va être supplanté par un chasseur un peu plus technique, qui est l'Homo sapiens, avec notamment l'invention du propulseur qui va lui permettre en fait de pouvoir beaucoup plus exploiter cette faune sauvage. Alors on ne va pas rentrer ici dans le discours en fait de ce qu'on appelle les overkill préhistoriques, mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que nos ancêtres ont, via les activités de chasse, et nos ancêtres sapiens, pas les ancêtres les cousins néandertaliens, ont exterminé en fait une grande partie de cette grande faune. Si vous allez dans des grottes, par exemple, dans le sud de la France, vous avez ces représentations rupestres. Euh, vous voyez des animaux qui en fait n'existent plus du tout dans nos paysages actuels. Je pense pas seulement aux mammouths, mais à d'autres espèces comme les chevaux sauvages, etc., qui ont été en fait en grande partie exterminés à cause de notre espèce. Et il y a de plus en plus d'évidences qui montrent que déjà à l'époque, on avait un impact colossal sur la faune sauvage. Et puis alors, il y a à peu près 10 000 à 8 000 ans avant notre ère, on a l'invention d'une nouvelle technique qui est l'agriculture, l'élevage, la culture des plantes, leur domestication, avec une nouvelle vague d'arrivée à partir du Moyen-Orient qui va s'insérer dans ce système, et on va voir les éleveurs et les agriculteurs qui vont s'ajouter en fait aux chasseurs-cueilleurs et vont se mélanger avec eux pour en fait donner les ancêtres des populations qui vivent actuellement en Europe et dont nous sommes les descendants. Donc il faut bien se rendre compte que dans ce système, l'homme et le bétail sont en fait les derniers arrivés il y a à peu près 8000 ans, les toutes premières colonisations à partir des Balkans de l'Europe centrale. Et puis alors on fait un énorme saut jusqu'à la fin de l'époque moderne, c'est-à-dire 19e siècle, où là on va avoir un phénomène de pression telle due aux humains sur cette grande faune qu'elle va être en grande partie exterminée. Toutes les espèces de la grande faune, alors pas seulement les grands prédateurs, mais également les grands ongulés sauvages, vont disparaître, et dans la foulée, on a ce qu'on appelle les scavengers, les espèces qui recyclent, comme les vautours, qui vont également disparaître faute en fait, de subsistance, faute de cette grande faune qui existait à l'époque. Et cette extermination, cette éradication de la grande faune alpine, ou de la grande faune, en fait, vous pouvez inclure le Jura dans évidemment cette perspective, dans le sens où le Jura a été formé en même temps que le massif alpin. Vous avez deux avènements technologiques qui vont permettre cette éradication. C'est d'une part le perfectionnement des armes à feu, et puis d'autre part l'utilisation de plus en plus répandue du poison pour éliminer les espèces que l'on ne voulait pas, parce qu'elles étaient des concurrentes, mais aussi les espèces dont on voulait se nourrir, qui formaient une partie de la subsistance de nos ancêtres. Alors, cette grande faune alpine, c'est étonnant d'imaginer qu'une espèce comme le cerf, comme le bouquetin, même le chevreuil, des espèces qui avaient complètement disparu en fait, d'Europe centrale.
Et la situation des derniers grands prédateurs, elle était d'autant plus critique que ces proies de base de nos grands carnivores avaient disparu. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les grands carnivores sont rapprochés en fait des espèces d'ongulés domestiques, donc les moutons, les chèvres, etc., pour essayer de se maintenir dans le système. Et cette proximité avec l'homme pour essayer d'exploiter ces animaux domestiques, ça les a rendus encore plus vulnérables, ces grands prédateurs, mais aussi les charognards, comme les vautours dont on a parlé tout à l'heure. Donc en fait, ça a accentué les persécutions et ça a amené à cette éradication totale. À la fin, encore une fois, du 19e siècle, toute cette grande faune avait disparu de nos contrées. Et puis, au début du 20e siècle, on a finalement guère plus que le chamois qui subsiste dans nos systèmes, que ce soit dans le Jura ou dans les Alpes. Toutes les autres espèces, elles avaient été éliminées complètement, elles avaient disparu de nos régions. Et alors, si on remet ça en perspective, on s'aperçoit que moi j'aime bien prendre comme référence la fin des grandes glaciations, c'est-à-dire à peu près il y a 12 000 ans, on dira 120 siècles, hein, grosso modo. On s'aperçoit qu'on a, en fait, avec les avènements de l'homme chasseur-cueilleur, puis en fait l'arrivée de l'agriculture, avec ici j'ai mis la civilisation du petit chasseur, qui est l'implantation la plus ancienne qu'on ait en Suisse des éleveurs-cueilleurs, c'est dans le Valais central. On s'aperçoit qu'on a un petit siècle sur 121 siècles où on a une anomalie, c'est l'anomalie de mon titre, où cette grande faune elle était absente de nos paysages. Donc en fait, quand on parle du retour des prédateurs, on a très souvent l'impression que dans la vision populaire, l'anomalie, c'est le retour de cette grande faune. Alors qu'en fait, l'anomalie, c'est leur absence durant un petit peu plus d'un siècle, selon les espèces. Vous avez ici un graphe qui montre plus ou moins une estimation relative de l'évolution de ces populations. Alors j'ai pris le loup et le lynx, les deux grands prédateurs carnivores qu'on a dans un écosystème, où on voit que leurs populations vont plonger progressivement à partir de l'Antiquité. On dira les premiers prélèvements assez massifs ont été faits, puis on est arrivé à une situation dramatique, encore une fois à la fin du 19e siècle, avec cette anomalie qu'on est en train de réhabiliter actuellement. Et cette réhabilitation, elle a eu lieu par deux vecteurs principaux. C'est tout d'abord les milieux de la chasse, mais associés au milieu de la protection de la nature, qui ont voulu en fait corriger cette erreur, cette anomalie, et qui ont commencé à réintroduire certaines des espèces. Alors, on a eu des espèces comme le cerf, le chevreuil, qui ont repris du poil de la bête ou ont été réintroduits par translocation. On a le bouquetin qui avait pratiquement disparu, qui est revenu dans le système parce qu'on a voulu en Suisse le réintroduire. Et puis finalement, on a dans la foulée les grands prédateurs qui viennent se rajouter à ce système, et les grands prédateurs comme le loup qui va revenir naturellement, mais le lynx qui lui va être réintroduit. Et vous avez eu ce matin tous ces témoignages sur ces épisodes de réintroduction du lynx dans notre paysage. Puis alors on dira que parmi les acteurs humains, on a quand même des nouveaux acteurs qui apparaissent. On a parlé des protecteurs de la nature évidemment, mais on a aussi les observateurs et les photographes qui sont des nouveaux acteurs humains qui vont apparaître dans ce système. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à une vision assez répandue et à l'accent focal qui est très fortement mis dans les médias, ce n'est pas en fait la faune domestiquée, ce n'est pas le cheptel domestique des animaux de rente qui explique le retour de ces grands prédateurs, mais c'est vraiment la restauration de leur proie sauvage. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Sans la restauration de la faune sauvage, ces grands prédateurs, ils n'auraient aucune chance de survivre chez nous ou d'être réintroduits. Voilà, ça c'était mon introduction. Maintenant, comme en fait vous avez beaucoup parlé ce matin de ces campagnes de réintroduction, que vous avez eu cette perspective historique avec ces pionniers comme Archibald Cartier qui ont relâché des lynx dans différentes régions de la Suisse, je vais plus ou moins focaliser sur quelque chose qui est peut-être un peu nouveau pour vous, c'est les travaux de recherche que, avec mon équipe, en collaboration avec d'autres instituts de recherche sur la faune sauvage, notamment le CORA, qui est représenté aujourd'hui par Fridolin Zimmermann, en fait, on a commencé à mener des recherches en fait sur en profitant du retour de ces grands prédateurs pour mieux comprendre les relations qu'il y a entre les grands prédateurs et leurs proies, parce que c'est quelque chose qui est encore très discuté, même au niveau scientifique, l'impact que les grands prédateurs carnivores ont sur leurs proies ongulées. Et ça a vraiment en fait un intérêt assez majeur par rapport au fait que par la chasse, on exploite certaines de ces espèces d'ongulés sauvages. Alors on s'est focalisé sur les Alpes valaisannes, c'est aussi parce que je suis originaire de là, même si je travaille à Berne depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Et là, on a défini dans le territoire, de façon, ce qu'on dit stratifiée,
218 transects de 1 km dans la neige, le long desquels on relevait les traces de tous les grands animaux et des animaux de taille moyenne, ce qu'on appelle les mésocarnivores, comme les fouines, les renards, etc., pour essayer de mieux comptabiliser et quantifier en fait la présence de ces espèces dans le territoire. Et puis en plus de ça, on a un système de pièges photographiques, une centaine, qui a été installé dans tout le canton dans des endroits qui sont des passages obligés pour essayer de mieux capter en fait la présence et les mouvements de ces différentes espèces. Et on a commencé en hiver 2011-2012 et le projet continue actuellement. Et ce qui est très important, c'est que nos pièges photographiques ne sont jamais bougés. Ils sont toujours sur les mêmes points dans le territoire, ce qui nous permet d'avoir sur le long terme en fait une vision de la dynamique des mouvements de ces espèces, de la dynamique de leur expansion et des tailles de population avec des indices d'effectifs ou de densité. Alors ça s'inscrit dans une période qui est assez intéressante. C'est d'une part, à partir de 2011, vous savez, les premiers loups ont été vus en Valais en 1995, bien sûr, mais on est dans la phase où vraiment le loup commence à augmenter en effectif et à coloniser le territoire et installer des meutes. Et puis le lynx, lui, il est là depuis beaucoup plus longtemps. Comme vous le savez, l'espèce a été réintroduite en Suisse, surtout dans les années 1970. Mais l'espèce a été décimée fortement par le braconnage. Là, je vais revenir longuement sur cette question du braconnage. Et puis, à partir d'un certain seuil des années 2020, on a une baisse de la pression théorique, en tout cas, du braconnage. Et on peut voir comment ce lynx reprend et les interactions qu'il y a entre ces deux grandes espèces de carnivores et leur proie principale. Alors voilà, ici vous avez une carte. Ceux qui sont tout au fond, peut-être que vous ne voyez pas bien, mais c'est l'écran qui n'est pas très grand. Vous voyez très bien ici en jaune. En tout cas, ceux qui sont devant, vous avez tous les transects dans le territoire qu'on a passé chaque hiver pour essayer de comprendre en fait qui était présent sur ce territoire. Et puis, c'est en jaune, c'est les pièges photographiques, et puis en rouge, c'est les transects dans la neige pour voir les traces. Alors, ce système de transects dans la neige, on a dû l'abandonner assez récemment, je dois dire, et c'est parce qu'on n'avait plus les conditions d'enneigement qui permettaient de faire ces relevés 2 fois par hiver sur chaque transect à cause du changement climatique. Avec la destruction du système climatique mondial, on a des précipitations sous forme neigeuse qui baissent également dans les Alpes, et il y a des tas de transects où on n'avait plus assez de neige pour pouvoir le quantifier. Donc dans les années récentes, on s'est focalisé surtout sur notre réseau de pièges photographiques pour comprendre ce qui allait. Alors, c'était très difficile de lancer ce projet, je dois dire, parce qu'il n'y avait aucune volonté, et on va peut-être comprendre pourquoi tout à l'heure, de la part du canton du Valais, pour nous permettre de mener ces recherches. Mais enfin, quand on est prof dans une uni, on a la liberté académique, et dès le moment où on remplit les conditions administratives, on ne peut pas nous empêcher de faire certains projets de recherche. Mais enfin, il n'y avait pas un très bon accueil pour ce projet de la part du Conseil d'État du canton du Valais. Et puis, à vrai dire, il faut dire aussi que même le CORA avait, jusqu'au moment où on a initié ce projet, jamais pu vraiment faire du monitoring suivi à la base, sur la base de pièges photos du lynx dans le canton du Valais. On verra peut-être pourquoi tout à l'heure. Alors, l'acceptation du projet, malgré le fait qu'on a informé la population, n'était pas très bonne. Et on dira que le premier hiver, sur les 103 pièges disposés sur le territoire, un quart a été en fait soit volé, soit les pièges ont été dégradés. Et ceci malgré l'information. Tous nos pièges en fait sont étiquetés avec le nom de l'institution, les objectifs de la recherche, et puis également, évidemment, on a des adresses où les gens peuvent en fait contacter des personnes pour savoir exactement quel est ce projet. Donc c'est quelque chose qui est fait en toute transparence. Ce ne sont pas du tout des pièges photographiques qui sont distribués dans le territoire comme on le voit maintenant très souvent avec des chasseurs ou des naturalistes qui mettent des pièges un peu partout. C'est interdit dans certains cantons comme le canton de Fribourg, mais vous voyez de quoi je veux vous parler. Quand on se promène en forêt, maintenant on ne sait plus si on est sous surveillance photographique ou pas. Dans notre système, c'est différent dans le sens où tous nos pièges photos sont indiqués sur les sentiers avec une pancarte à l'amont et une pancarte à l'aval et vice-versa. Donc on a eu la première année en fait pas mal de déprédations, mais on a déclaré systématiquement tous les vols et toutes les déprédations à la police. Il y a plusieurs enquêtes pénales qui ont été menées, qui ont permis en fait de condamner certaines personnes. Et puis on a alors un chasseur qui a été pris la main dans le sac, et je dois quand même ici stipuler qu'il a dû payer 15 000 francs en tout en termes de dommages et intérêts parce qu'il a détruit durant plus de 9 ans toute une série de nos pièges photos.
Actuellement, on n'a plus que 2 à 3 pièges qui sont déprédatés chaque hiver, parce qu'en fait, il y a une meilleure acceptation, probablement suite à la coercition qui a été mise en place. Et là, on doit dire que notre système judiciaire, il a joué le jeu et il a enquêté comme il le fallait. Alors, j'aime assez bien cette caricature, c'est l'ancien caricaturiste du journal Le Nouvelliste qui s'appelle Casal, qui est maintenant retraité. Alors, je ne peux même plus me faire des selfies parce que les pièges photos de l'Uni de Berne sont détruits. Voilà, je vais juste vous montrer maintenant 2 dias par rapport à ce que l'on a pu comprendre vis-à-vis de la situation du loup. C'était la thématique de ma conférence ici l'année passée, qui était assez longue, assez documentée, et ça tombait en plein dans la période où on avait, vous savez, cette nouvelle politique qui allait être décidée, notamment par rapport à la régulation, la régulation proactive des loups. Et nos travaux ont ici vraiment permis de montrer, en utilisant plein de modèles multifactoriels, que ce qui expliquait l'installation des meutes de loups dans le paysage alpin, c'est vraiment la présence des cervidés. Et ça explique 60% de la variance, qui est une contribution énorme en pouvoir explicatif. Et c'est la présence essentiellement du cerf et du chevreuil qui explique pourquoi les loups s'implantent dans une région donnée. Donc ça a été publié. Et puis, si on regarde un peu plus en détail, ici, vous avez des estimations de la biomasse de ces proies dans le paysage. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est de voir que finalement, on arrive, grâce à nos données, à montrer qu'une proie est plus profitable que l'autre. Et évidemment, pour une meute de loups installée, un cerf, c'est une proie qui est beaucoup plus profitable qu'un chevreuil. Pourquoi ? Parce que le cerf, c'est une grosse proie. Avec une unité d'effort standardisée, c'est plus profitable de pouvoir tuer un cerf pour une meute de loups que de pouvoir tuer un chevreuil. Et c'est ce que vous voyez sur les graphes ici en haut qui indiquent en fait comment, par rapport à la densité de ces proies, la probabilité de présence du loup est dictée. Voilà, c'était juste la petite parenthèse au sujet du loup. Maintenant, si on parle plus précisément de la question du lynx, eh bien, comme vous l'avez vu, comme on l'a vu tout à l'heure, il a été exterminé au 19e siècle. Il a été réintroduit au 20e siècle. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous avez eu plein de détails, notamment sur ce qui s'est passé via Archibald Cartier dans le canton de Neuchâtel. On n'a pas de lâcher officiel en Valais où on travaille. Les milieux de la chasse ne cessent de dire qu'en fait, il y a eu des lâchers clandestins en Valais, mais il faut dire que ce ne sont que des supputations, qu'il n'y a jamais eu de preuve en fait, qu'il y ait eu des lâchers clandestins qui étaient opérés en Valais. Par contre, on sait que dans la partie nord des Alpes, notamment le canton d'Obwald ou d'Uri, il y a eu des lâchers un peu avant les premières présences du lynx en Valais. Si l'on regarde le lynx, c'est un super prédateur, il ne faut pas se voiler la face. Je me souviens qu'il y a 2 ans, j'avais été à Lons-le-Saunier présenter une conférence en fait, sur les grands prédateurs. Et en fait, lors de cette conférence, il y a plein de gens naturalistes qui disaient qu'en fait, les lynx, ça mange des rongeurs. Quoi. Non, il ne faut pas se voiler la face. Les lynx mangent des grosses proies. C'est une question d'efficacité de la prédation. Et c'est le chamois et le chevreuil qui sont vraiment leurs proies favorites. Ça a été démontré par les études du CORA, notamment sous l'égide de Urs et Christine Breitenmoser. Donc en fait, le fait que le lynx mange autant de chevreuils et de chamois fait qu'il est considéré comme un concurrent par les chasseurs. Alors on peut le comprendre, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une coexistence qui est possible entre les deux. Et puis, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai présenté l'année passée. Je vous avais présenté tout un topo sur en fait, la fonction évolutive qu'exercent les prédateurs sur les écosystèmes. Il ne faut pas se voiler la face. Les grands prédateurs, ils ne font pas que prélever des proies, mais ils agissent à différents niveaux de l'écosystème en entraînant ce qu'on appelle des cascades trophiques qui font qu'on a une plus grande richesse biodiversitaire quand on a la présence des prédateurs que quand on ne l'a pas. Donc, un facteur clé de l'évolution et de la coévolution au sein de nos biocénoses est l'apanage de ces grands prédateurs. Et puis, quand on parle d'impact sur le bétail, alors ça n'a rien à voir avec le loup, l'impact du lynx sur le bétail, il est vraiment très limité, ça a été démontré par des études. Alors voilà le tableau de chasse annuel d'un lynx adulte et indépendant, une 50aine de têtes de chamois ou de chevreuils qui sont consommées. Donc ça, il faut en tenir compte. Maintenant, quand on regarde les détails, et là je me réfère à l'ouvrage de référence en allemand Der Luchs de Christine et Urs Breitenmoser, il y a plein de données très intéressantes dans ce livre et je conseille à toute personne qui comprend un petit peu l'allemand d'aller piocher là-dedans. Quand on regarde l'impact de la prédation de lynx, on s'aperçoit que du lynx sur ses proies principales, on s'aperçoit surtout que ce sont les proies jaunes qui sont consommées. Dire que
Vous voyez chez le chevreuil dans le Jura, le graphe du bas, vous avez beaucoup de chevreuils de première année, puis de deuxième, de troisième année qui sont consommés. Et chez le chamois, c'est énormément de chevreuils dans leur première année qui sont consommés. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le type de prélèvement par la prédation qui est exercée par le lynx sur ses proies, en fait, se calque vraiment sur la pyramide des âges de ses proies. C'est-à-dire que la gestion du lynx sur ses proies est une gestion qui est durable parce qu'elle joue avec ce qu'on appelle la mortalité compensatoire. Alors maintenant, je vais vous faire entrer dans quelques petites explications sur la mortalité compensatoire, parce que c'est quelque chose qui est très très mal compris, notamment par le grand public, mais également par certains milieux de la chasse qui ne comprennent pas en fait cette notion de mortalité compensatoire, même si elle est de plus en plus enseignée dans les cercles synégétiques. Alors vous voyez ici en fait la pyramide des âges naturels d'une population. Alors vous avez beaucoup de jeunes, puis après vous avez les classes d'âge avec la mortalité augmentant année après année. Il y a peu d'individus qui arrivent à un âge avancé. Et puis cette dernière tranche tout en haut des individus, alors ça c'est chez le chamois, de plus de 11 ans. Vous voyez que c'est de nouveau une grosse barre parce qu'évidemment vous avez tous ceux qui sont âgés de plus de 11 ans qui sont cumulés sous la même catégorie. Ça explique cette forme comme ça un petit peu spéciale. Donc en fait, un plan de chasse théorique optimum, il devrait être calqué sur la pyramide des âges d'une population naturelle. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel à comprendre. Et en plus, il faut respecter ce qu'on appelle le sex ratio, c'est-à-dire essayer de prélever autant de mâles que de femelles, autant de femelles que de mâles. Alors, je vais vous donner un exemple maintenant qui montre que finalement, comme vous l'avez vu, la prédation exercée par le lynx sur les chevreuils et les chamois, elle est en fait durable parce qu'elle se conforme à la pyramide naturelle d'une population de ces ongulés. Par contre, on dira que le prélèvement qui est opéré par les chasseurs, lui, il n'est pas durable. Et je vais vous l'illustrer ici avec, on a à nouveau notre pyramide des âges naturels qui correspondrait à un plan de chasse théorique optimal. Et puis vous avez ici le tableau de chasse au chamois pour le Valais en 2005 et 2006. Alors ici, il y a eu un très grand changement entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'en 2005, on avait l'ancien chef de service qui a toujours dit qu'il faut protéger les jeunes pour protéger l'avenir de la race. Ce qui est une notion qui montre qu'il n'avait rien compris à la mortalité compensatoire. Voilà. Il a été remplacé ensuite par un autre chef de service. Et on avait fait avec une association qui s'appelle Fauna Valais toute une série de conférences à travers le Valais pour expliquer comment on pouvait optimiser ce plan de chasse au chamois. Et ça avait été fait avec Reini Schniedrich, qui pendant longtemps a été le chef de l'Office fédéral de la chasse, qui est maintenant parti à la retraite. Alors sous cette campagne d'information, le service de la chasse avec le nouveau chef, il faut toujours essayer de changer les choses quand il y a des changements au niveau des postes qui sont occupés dans les administrations, parce que les gens ont quelques années pour être convaincus de faire bouger les choses, puis après, en principe, ils se cassent. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a eu un changement sur la base de nos propositions. Alors vous voyez ici, typiquement, vous avez quelque chose qui ne respecte pas du tout la pyramide des âges, c'est-à-dire qu'il y a trop peu de chamois dans les premières classes d'âge qui étaient tirés, c'est ce qu'on appelle les éterles, donc les chamois qui sont dans leur première ou deuxième année d'existence. Et par contre, vous avez une surchasse des mâles en fait, qui sont mûrs, et puis très peu de très vieux mâles qui sont tirés. Chez les femelles, c'est un peu différent. Le tableau de chasse est plus équilibré. Pourquoi ? Parce que les femelles suitées ne peuvent pas être tirées. Donc en fait, il n'y a que très peu des femelles qui peuvent être tirées. Et puis quand on change le plan de chasse, on s'aperçoit qu'ici, on augmente la pression sur les jeunes catégories de chamois, ce qui est bien. On baisse la pression sur les mâles dominants, les meilleurs reproducteurs, mais on n'est encore pas en train de s'approcher en fait, d'un plan de chasse qui est optimal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, au jour d'aujourd'hui, en fait, on est en train de revenir en arrière et de réaugmenter la pression sur en fait, les mâles dominants parce qu'on veut mieux protéger les jeunes chamois. Ça veut dire qu'en fait, la plupart de nos dirigeants synégétiques, c'est le cas en Valais, c'est le cas dans d'autres cantons de Suisse, n'ont pas encore compris la notion de mortalité compensatoire. Alors, ce mécanisme de mortalité compensatoire, il est très important. Essayez de vous l'expliquer. C'est la partie peut-être la plus ardue de mon exposé, mais si vous arrivez à retenir ça, vous aurez peut-être appris quelque chose si vous n'êtes pas déjà au courant par rapport à ce problème. Alors, quand on a une nouvelle source de mortalité qui arrive et qui affecte une population, cette mortalité, elle peut être additive, c'est-à-dire que la nouvelle source de mortalité va s'ajouter aux mortalités qui existent déjà, ou elle peut être compensatoire, c'est-à-dire que vous allez prélever des individus dans une population et ça va aider d'autres individus à mieux survivre. Donc votre impact, il est moindre que le quota numérique que vous prenez
en tant que prélèvement sur cette population. Mais cette mortalité, elle n'est parfois ni additive ni compensatoire, elle peut être partiellement compensatoire, ce qui complique un peu, mais aujourd'hui on va simplifier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mortalité qui est induite par un prélèvement, et ici, le prélèvement, c'est la prédation, mais ça peut aussi être la chasse. Pour moi, le chasseur, c'est comme un prédateur dans le système, et il faut l'analyser comme un prédateur dans le système. Cette mortalité qui est induite par le prélèvement, elle va réduire ce qu'on appelle l'autérégulation qui est liée à la densité, c'est-à-dire qu'elle va faire baisser cette mortalité si elle est compensatoire, la compétition entre les individus au sein d'une population, et va permettre en moyenne aux individus qui survivent de mieux survivre parce qu'il y a moins de compétition, moins de concurrence entre eux. Alors c'est une notion qui est assez compliquée à comprendre, mais je vais essayer de la représenter de façon graphique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mortalité naturelle, elle est toujours la plus élevée dans les classes jeunes d'une population. C'est-à-dire que c'est là que la mortalité compensatoire opère au mieux, et pas dans les classes des individus, par exemple, qui sont les bons reproducteurs dans une population. Alors là, ça c'est la partie un petit peu plus complexe. Vous avez ici sur l'axe des X le taux de prélèvement d'une population. À gauche, vous avez 0, c'est-à-dire qu'on ne prélève rien du tout. Et puis à droite, vous avez 1, c'est-à-dire qu'on prélève tout. C'est des proportions, ce n'est pas des pourcentages. Et puis là, sur l'axe des Y, vous avez le taux de survie individuel, mais en moyenne. Et on a, après, sur cette base, on construit deux courbes. Une première courbe qui est la courbe additive, cette mortalité additive, et puis la deuxième courbe qui est la courbe compensatoire. Alors, pour bien comprendre tout ça, il faut voir que si on n'a pas le prélèvement dans une population, c'est-à-dire qu'on a une valeur 0 long des X, on a le taux de survie naturel d'une population qui est soumise aux aléas météorologiques, etc., la sénescence, etc. Si on prélève complètement la population, ce qui est la situation ici avec 1, eh bien, on élimine complètement cette population. Donc la population est éradiquée. Mais vous voyez qu'il y a une zone entre deux, ici, sur la courbe de la compensation, qui fait un saut. Donc si vous avez une mortalité qui est purement additive, la nouvelle source de mortalité, ben vous allez simplement baisser le taux de survie de chaque individu en moyenne sur l'axe des Y. Donc en fait, cette nouvelle source de mortalité, elle va affecter en moyenne chaque individu dans la population. Mais il y a une situation, si on a cette mortalité dite compensatoire, où jusqu'à un certain seuil, les individus que vous prélevez vont permettre à d'autres de mieux survivre. Ça veut dire que vous n'avez pas d'impact au point de vue de la taille de population. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'impact au niveau des individus, de leur qualité, mais pas de la taille de la population. Et vous voyez ici dans cet exemple qu'on a mis la valeur 0,4, c'est-à-dire 40%. Ça serait typiquement une espèce dont vous pouvez exploiter chaque année 40% de la population en tenant compte de la pyramide des âges dont on a parlé, sans que vous fassiez baisser le taux de survie de cette population. Alors ça, c'est important à comprendre parce qu'en fait, quand on chasse, ce qu'on fait, c'est qu'on devrait essayer de jouer avec la mortalité compensatoire, c'est-à-dire chasser de façon prépondérante les classes d'âge où la mortalité naturelle est la plus élevée et c'est là qu'on aura le moins d'impact. Et c'est une notion, encore une fois, qui est très mal comprise, notamment par les milieux synégétiques. Quand on dit qu'il faut protéger les jeunes pour l'avenir de la race, c'est quelque chose qui, du point de vue scientifique, n'a aucun sens. Alors c'est un peu compliqué, mais je pense que vous avez compris l'esprit qu'il y a là derrière. Alors, revenons maintenant à notre situation du lynx et à notre suivi. Après 5 hivers de suivi, on a constaté de façon assez alarmante que la population de lynx en vallée était très basse. En fait, on a estimé par rapport aux autres régions de Suisse où il y a du monitoring qui est mené de façon intensive, qu'on n'avait que 12 à 20% de la densité attendue par rapport aux conditions de l'habitat qu'on a en vallée. Vous avez ici en fait les deux techniciens de terrain qui ont fait ces travaux de recherche. Et vous voyez différents compartiments de la Suisse où le CORA mène régulièrement ces opérations de monitoring, ce qui permet d'estimer la taille de population de lynx et après d'estimer également la densité de ces populations de lynx. On s'aperçoit que le Valais a une densité de lynx de 0,32 individus au 100 km². En comparaison avec le Jura, vous avez les plus hautes densités de lynx en Suisse, ou en tout cas lors de ce monitoring-là, avec plus de 3 individus au 100 km². Donc ça, c'était une situation qui montrait qu'il y avait quelque chose d'assez dramatique. En plus, le CORA avait fait un suivi seulement dans cette zone, où même là, on n'avait en fait que 0,92 lynx indépendants pour 100 km², ce qui était un signe que quelque chose clochait.
Et puis si on regarde plus en détail, alors ça c'est via nos pièges photos, la densité du lynx à travers tout le canton, donc en 2011, entre 2011 et 2015, elle était très, très hétérogène. Il y avait seulement la région nord-ouest ici qui était relativement bien peuplée. Alors vous voyez ici qu'on a déjà une densité cumulée sur plusieurs années qui est un peu meilleure que ce qu'on disait tout à l'heure, notamment de 1,36 lynx au kilomètre carré, qui a une valeur sur plusieurs hivers qui montre qu'il y a eu des changements de fluctuation avec des valeurs plus élevées que celles qui avaient été relevées par le CORA. Et puis quand on regarde les autres compartiments du paysage, on s'aperçoit qu'en contact avec cette population plus dense, on a encore ici une bonne présence de lynx. Et après, elle baisse en périphérie. Et surtout, au sud du Valais central, on a une densité de population de lynx qui devient quasi insignifiante. C'est quasiment plus que des passages et il n'y a pas de reproduction. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce que dans les années 1980, Heinrich Haller, qui était le directeur qui est devenu après directeur du Parc national suisse, avait fait son travail de doctorat d'habilitation en fait sur les lynx du Valais au sud du Rhône. Et je vais vous montrer tout à l'heure en fait ce qu'il avait trouvé parce qu'il avait des populations qui existaient à l'époque dans cette partie-là. Donc en fait, si on regarde cette densité, elle est la plus élevée dans la zone qui est en contact avec les populations des Alpes nord-occidentales, c'est-à-dire Vaud, Fribourg et Berne. Et le Valais, évidemment, c'est spécial parce qu'on a des très hautes montagnes avec des barrières géographiques qui font tout le tour. Et le lynx est une espèce plutôt forestière qui va pouvoir aller sur les pâturages, mais qui n'est pas un très bon disperseur et qui ne va pas forcément très bien traverser en fait, les grandes chaînes de montagnes. Il peut le faire, mais c'est assez rare qu'il le fasse. Alors on s'aperçoit en fait que si on cherche le continuum forestier, qui est indiqué ici en vert pour toute la Suisse, on s'aperçoit que le Valais il est isolé par ces montagnes qui sont élevées, à part à quelques points qui sont indiqués sur cette carte. Et puis vous avez cette flèche violette ici qui montre en fait la zone où on a le meilleur contact possible avec ces préalpes ou ces Alpes nord-occidentales. La barrière topographique, on la voit peut-être un petit peu mieux sur cette illustration. Vous avez les grands pics qui sont montrés avec évidemment la chaîne des 4000 tout au sud, et puis même des montagnes qui culminent à plus de 3000 mètres au nord. Et vous voyez ici très bien ce continuum avec la zone de contact dont on a parlé tout à l'heure. Donc les hautes montagnes qui sont des barrières à la dispersion, pas totalement homogènes, mais quand même des barrières à la dispersion. Alors, si on regarde dans la partie nord-ouest de cette carte, on a une densité de lynx qui est plus ou moins normale. Et puis, dans la partie surtout sud du canton du Valais, une densité qui est anormale. Et là, vous avez en fait différents passages qui pourraient permettre la dispersion des lynx à partir du nord en direction du Valais. Mais on voit qu'il y a pratiquement partout des obstacles. Et que par contre, il y a quelques voies de colonisation pour partir plus au sud, qui sont sur les préalpes du Chablais et puis dans la région du Simplon. Sinon, on a quand même affaire à de très hautes chouettes de montagne. C'est-à-dire qu'en fait, le Valais pourrait opérer comme une zone qui permet une colonisation progressive, mais tant que la population n'est pas à bonne densité, ceci ne peut pas se produire. Avec mon équipe, on s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait une si faible densité. On avait bien une petite idée derrière la tête, je dois dire, au départ, mais on a voulu tester toutes les hypothèses qui étaient possibles. Et en fait, on en a vu 4 d'hypothèses qui pouvaient expliquer cette faible densité du lynx en Valais par rapport aux préalpes. Tout d'abord, on aurait pu avoir ce qu'on appelle un artefact méthodologique, un biais qui est dû à en fait, une densité trop basse de pièges photo, parce qu'il faut savoir que notre système de pièges photo est un réseau qui est moins dense que le réseau, par exemple, du CORA, qui fait des suivis temporaires, alors que nous, on fait des suivis constants, mais on a quand même une différence dans les densités. Ensuite, l'habitat qu'on rencontre autour des pièges photos peut être parfois moins apte à capturer le passage des lynx pour des raisons de situation topographique, etc. On pourrait avoir une densité plus faible des proies du lynx, comme le chamois et le chevreuil en vallée par rapport à d'autres régions. Et puis enfin, la chasse illégale, c'est-à-dire une forme de braconnage rampant et cryptique qui pourrait affecter les populations comme dans d'autres régions. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris notre design expérimental du Valais. Vous voyez tout à l'heure, je vous ai montré cette carte avec les transects plus les pièges photos du Valais. Puis on a étendu notre secteur de recherche aux préalpes du Nord-Ouest, essentiellement sur Vaud et sur Berne, pour essayer de répondre à ces hypothèses. Et par exemple, l'hypothèse numéro 3, de densité plus faible des proies du lynx en Valais par rapport aux autres régions, c'était l'hypothèse qui avait été émise par le chef du service de la chasse du Valais à l'époque pour expliquer pourquoi on avait beaucoup moins de lynx en Valais qu'ailleurs.
Donc on a mis en œuvre le même design qu'en Valais, mais sur Vaud et Berne, des transects dans la neige. Et puis alors là, on a utilisé les pièges photo du Cora parce qu'on n'avait pas suffisamment de pièges pour avoir, en fait, pour les déployer dans une autre région. On était limité par notre... Voilà. Et ça, ce cercle, en fait, cette ellipse montre la zone qui a été rajoutée pour la chasse. Alors si on prend l'hypothèse numéro 1, la densité des pièges photo, ben, cette hypothèse qui pourrait expliquer la différence de densité de l'un, elle a été réfutée. Vous avez à gauche ici la densité des pièges de l'unité de Berne dans le compartiment qui a été suivi par le Cora durant un même hiver. Alors, vous voyez que la densité des pièges du Cora est beaucoup plus importante que la nôtre. Mais le fait est que malgré cette différence de densité, on a obtenu le même nombre d'individus et à un individu près, on avait les mêmes individus qu'on pouvait reconnaître grâce au pattern de fourrure. Donc ça voulait dire qu'on ne peut pas expliquer cette faible densité du lynx par le système de suivi de l'unité de Berne qui est moins performant, qui serait moins performant que celui du Cora. L'hypothèse numéro 2, c'était le contexte des pièges photographiques. Cette hypothèse a aussi pu être réfutée parce qu'en fait, quand on fait une analyse du micro-habitat autour des pièges photo, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de passages obligés qui permettraient de même mieux prendre des photos, mieux capturer les passages des lynx en vallée qu'ailleurs. Et ça, c'est dû à une topographie qui est plus complexe. Si vous êtes dans les Alpes, vous avez plus de passages obligés pour passer d'un compartiment du paysage à l'autre, ce qui est moins le cas, notamment dans les préalpes. Vous avez plus un paysage qui est plus doux, qui est moins tourmenté. Et puis l'hypothèse 3, alors la densité des proies, elle est réfutée également. Si vous regardez ces cartes, vous voyez très bien la densité du chevreuil. Donc plus vous êtes en couleur orangé foncé, et plus la densité de chevreuil est élevée. On s'aperçoit qu'en vallée, on a des densités de chevreuil nettement plus élevées que dans les préalpes nord-occidentales. La même chose pour le chamois. Si on cumule les deux espèces proies, on a évidemment le même pattern. Et puis même quand on regarde la biomasse, c'est-à-dire le poids offert, ce qui est intéressant pour les lynx du point de vue de l'exploitation de leurs ressources alimentaires, on s'aperçoit aussi qu'on a de meilleures conditions, même en vallée, que dans les zones des préalpes nord-occidentales. Et ça, on peut le projeter, ces cartes, on peut les projeter en fait sous forme de graphique avec une comparaison entre les préalpes et le Valais. On voit que la densité est toujours plus élevée pour le chamois, pour le chevreuil, pour les deux proies combinés pour la biomasse. Statistiquement, c'est significatif. Donc en fait, cette hypothèse de la densité des proies, elle a pu être réfutée. Et quand on a montré ces résultats au même chef de service qui disait qu'en fait, c'était parce qu'il y avait une plus faible densité de proies en vallée qu'on avait moins de lynx, il a dit « Ah ben c'est normal, comme on n'a pas de lynx, on a une plus haute densité de proies. » Logique. Pour la petite histoire. Comme quoi, les politiques ont souvent des réponses un peu à tout et ils tournent un peu facilement les choses à leur sauce. Et puis l'hypothèse numéro 4, alors celle-là, on n'a pas pu la réfuter, bien au contraire. On s'est dit, ben, il ne reste que le braconnage qui peut expliquer cette faible densité. Et je projette à nouveau cette carte. Vous vous souvenez, on a dit le seul corridor d'immigration vraiment efficace qu'il y a à partir des populations des Alpes nord-occidentales en direction de la haute vallée du Rhône, c'est par ce qu'on appelle la région du Coude du Rhône. Donc il faut vous imaginer le Chablais vaudois au-dessus de B et Lavé, si vous connaissez le secteur, c'est ce secteur-là. Et on a en fait, par hasard, évidemment en prospectant un peu ces secteurs, on a découvert dans la région du Coude du Rhône, alors là vous avez une projection Google qui montre bien la vallée du Rhône, vous avez tous les 4000 ici, toutes les hautes montagnes là, on voit bien que c'est infranchissable pour les lynx. Par contre, si les lynx viennent de Berne et de Vaud, ils peuvent facilement passer ici et rentrer dans la vallée du Rhône. C'est leur pattern de dispersion qu'on pense qui est le plus important pour s'installer en vallée. Alors là, on a découvert un premier piège, un piège à collet suspenseur. Je vais vous montrer des images plus tard. Ce qui fait qu'on a intensifié les recherches dans ce secteur. Tous ces petits traits que vous avez ici, c'est tous les kilomètres en fait, qui ont été parcourus par les techniciens pour essayer de trouver des traces de ces pièges. Et en fait, on en a trouvé 17 sur 5 km² de versants, ce qui est quand même une très haute densité de pièges pour une si petite surface. Ici, vous avez une autre projection. On voit à nouveau, ça c'est l'Italie derrière, donc la grande chaîne des 4000, et puis ici la chaîne, ce qu'on appelle les Alpes bernoises, qui font la limite entre le Valais central. Ici, vous avez la vallée du Rhône, et puis les montagnes sur la gauche, qui sont les préalpes bernoises, fribourgeoises et vaudoises. Et là, on a trouvé en fait un réseau de 17 pièges.
Et puis, en reconstituant ce phénomène, on s'est aperçu que ces pièges étaient actifs jusqu'en 2015. Donc maintenant, évidemment, ça fait déjà une dizaine d'années, mais quand même. Et qu'ils étaient déjà en place depuis 1995. Alors voilà comment on déniche ces pièges. Ce n'est pas forcément facile à les trouver dans le paysage. Mais une chose qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en 2005, un promeneur s'est pris le pied dans un de ces pièges. Et puis, il a tiré son pied, et ça a déclenché le système, puis il s'est retrouvé avec son pied suspendu. Et il lui a fallu 2 heures pour arriver à se libérer. Donc, ça montre que ce système est efficace et qu'en plus, il représente une dangerosité pour l'homme. Donc, vous avez en fait des passages obligés dans le paysage. Les lynx, quand ils transitent d'un secteur à l'autre, ils vont passer entre les barres de rochers ou entre des gros arbres, etc. Donc, en fait, ce que font les braconniers, c'est qu'ils mettent ils vont disposer le piège dans un endroit où il y a déjà une espèce d'entonnoir naturel. Puis après, ils vont disposer de la végétation tout autour pour renforcer l'effet comment on dit, de funneling, d'entonnoir, merci. Et puis, vous voyez ici très bien sur l'image, vous ne le voyez peut-être pas parce que vous êtes trop loin, mais il y a un fil de fer là, qui est de type de câble de frein ou de vitesse de vélo, que vous installez comme ça avec un crochet. Et puis ensuite, vous avez un système de contrepoids avec un immense caillou en principe, qui est installé en bout d'un câble qui monte sur un support et qui va en fait être relié à ce caillou. C'est-à-dire quand vous actionnez le piège ici, ça déclenche ce système et le contrepoids part et vous êtes éjecté ici en l'air parce que le système se détache à ce niveau. D'accord, donc ça c'était un truc qu'on avait pressenti déjà, mais qu'on n'avait pas trouvé avec une telle ampleur. Et en fait, très souvent, ce que vous trouvez, c'est des anciens systèmes de pièges dans le paysage. Ici, vous avez un clame et un clou. Mais c'est typiquement le système pour suspendre les câbles. Et on a trouvé des pièges comme ça. Il y en avait 3 qui étaient actifs, et puis toute une série de pièges qui étaient encore visibles sur les arbres. Si vous allez vous promener dans certains endroits du Valais, en l'occurrence dans ce secteur-là, vous allez trouver encore ces traces de pièges. Alors évidemment, en 2015, on a démonté une partie de ces pièges, puis on les a apportés à la police judiciaire. Alors je dois dire ici, c'est qu'on n'est pas allé au service de la chasse du canton du Valais. Vous allez peut-être comprendre après pourquoi. Mais on est allé directement à la police judiciaire. Et pourquoi on est allé à la police judiciaire? Parce qu'on a lié en fait la destruction de nos pièges photographiques avec ces pièges à collet. On a dit, les gens qui nous détruisent les pièges photographiques dans ce secteur, c'est probablement les mêmes que ceux qui mettent les pièges à collet. Donc on a lié les 2 affaires. Donc il y a une enquête ADN qui a été faite qui a montré à 99,9% que cette personne qui est maintenant décédée en fait était responsable de la pose de ces pièges à collet. Et cette personne a été condamnée pour braconnage, mais elle a dit en fait qu'elle piégeait les renards évidemment. Or ce monsieur en fait est très connu parce qu'en 1995 déjà, il s'était fait prendre en photo avec 2 lynx. Et ces 2 lynx, on voit très bien avec la position de leur tête qu'ils n'ont pas été tirés à la carabine, comme on pourrait le croire sur cette photomontage, mais ils ont été pris par des collets, donc ils ont été strangulés. On voit très bien avec la position de la tête. Et en fait, un de ces 2 lynx a été empaillé chez un armurier local. Et j'ai moi-même eu l'occasion d'aller chez cet armurier, de consulter le cou, et j'ai vu qu'il y avait une marque qui était encore visible sur la peau du lynx empaillé. Donc c'était le pattern de fourrure correspondait à un de ces 2 lynx, donc c'était bien un de ces 2 lynx qui avait fini empaillé chez l'armurier local. Donc il a été condamné pour cette histoire. On a évidemment reconstitué en fait toutes les étapes de tout ça. En 1995, ce monsieur se vantait déjà dans l'illustré d'avoir tué des lynx. Il le disait qu'il les avait tués avec des pièges à collet. Il s'est fait prendre en photo, etc. En 2005, on a eu ce gars qui s'est fait prendre un pied dans le piège à collet. En 2013, ce monsieur se réexpose dans les médias, dans Le Temps, dans l'Illustré, en disant en fait qu'il a tué plusieurs dizaines de lynx durant sa carrière, etc. Et puis en 2015, alors là, on met le gros paquet et on fait ces analyses génétiques qui finalement amènent à la condamnation. Donc le problème qu'il y a là derrière, c'est que là, on entre dans le terrain politique, c'est que les dirigeants étatiques du Valais savaient très bien, et ils ont même cautionné cette pratique, on le sait, parce que lorsque la personne qui a été prise dans le piège en 2005, elle a fait une déposition à la police. En fait, c'est le garde-chasse qui est allé et 2 mois après qu'il ait dénoncé ce cas-là, le piège était de nouveau en fonction et le garde-chasse avait redonné en fait le piège à collet aux braconniers pour qu'ils puissent réinstaller son système. Donc on est face à un système de corruption qui est grave.
Et c'est une action à l'entrave pénale lorsque vous en fait ne déclarez pas un cas qui est connu pour enquête judiciaire. C'est entrave à l'action pénale et de la part de quelqu'un qui a assermenté comme un agent de la police de la chasse, c'est très grave. Et comme je dis toujours, un dirigeant qui est au-dessus des lois est également un dirigeant qui est hors la loi. Alors on a publié tout ça, évidemment, tout d'abord en 2020 dans ce qu'on appelle une plateforme de prépublication qui s'appelle bioRxiv. Et puis en 2021, ça a été publié dans Frontiers in Conservation Science, où on dit en fait ce qu'il faut, c'est absolument qu'on ait une centralisation des enquêtes judiciaires pour le braconnage sur les espèces protégées, qu'on ne peut pas faire confiance finalement à certaines entités, instances locales ou régionales, cantonales en l'occurrence, pour faire ce genre d'enquête parce qu'il y a trop de collusion entre certains milieux jusqu'au plus haut niveau de la politique. Alors ça a été déclenché évidemment en 2020. Vous souvenez-vous, 2020, c'était la campagne du référendum contre la loi sur la chasse. Donc c'est par hasard que ces résultats sont sortis juste avant la votation. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le Covid. Et souvenez-vous, en 2020, on a la votation sur la loi sur la chasse qui a été repoussée de 6 mois. Je n'avais pas eu le temps d'analyser les données. Et en fait, grâce au Covid, on a pu publier ça juste avant. En fait, évidemment, ça a fait un peu le buzz dans les médias, avec directement, de la part du président des chasseurs, qui était un haut-valaisan à l'époque, directement, il attaque le travail des scientifiques. C'est pas sérieux, c'est des inventions, c'est juste du travail politique pour faire en sorte que le référendum contre la loi sur la chasse soit accepté. Donc il faut être prêt à prendre des coups énormes, et je dois dire que maintenant, ça fait bientôt 40 ans que je prends des coups tout le temps de la part de ces milieux, la politique. Et puis l'année suivante, le Valais a connu quelque chose qui est unique en Suisse, c'est qu'on a eu une initiative en Valais qui était l'initiative pour un Valais sans grands prédateurs. Et cette initiative, évidemment, elle a aussi cristallisé les positions. Et là, on m'a à nouveau accusé en fait, de manipuler l'opinion publique, de désinformer pour qu'en fait, on tamise le succès de cette initiative qui a finalement passé, comme vous le savez. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quand on met en évidence des activités comme ça qui sont illicites, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que le braconnage, en d'autres termes, a cessé après 2020 ? Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 40 ans, il n'y a aucun cas de braconnage du lynx qui a été dénoncé en Valais, contrairement à la plupart des autres régions de Suisse. Ça a été le cas sous l'égide du Narcisse Seppet de 1983 à 2005, puis de Peter Scheibler de 2005 à 2021. Et puis, en 2021, on a un bourquin. Donc, les bourquins, si j'ai bonne connaissance, c'est des Neuchâtelois. On a un Neuchâtelois qui arrive en Valais puis qui reprend la gestion de la chasse, parce qu'ils n'ont pas trouvé un Valaisan qui avait les compétences nécessaires. Mais Nicolas Bourquin est entré en service et en 12 mois, on a trouvé 3 lynx qui ont été braconnés. 2 ont été retrouvés écrasés sur la route et l'autopsie a montré qu'ils étaient déjà criblés de plomb de chasse. Donc ils avaient déjà été tirés avant d'être écrasés par des voitures. Et puis le 3e, c'était une tête d'un lynx qui avait été décapité. Ça avait été mis à côté d'un chemin à Montanacran, dans une zone touristique qui est très fréquentée. Voilà, et puis vous connaissez ces images typiques, hein, beaucoup de lynx qui sont trouvés en Suisse, en fait, quand on les analyse en autopsie, on s'aperçoit qu'ils contiennent déjà des plombs, souvent de tirs antérieurs au moment où on les retrouve morts ou on les retrouve blessés. Alors, ce qu'on peut constater, donc j'ai pris la peine ces derniers jours parce qu'évidemment, nous on fait des analyses sur des séries temporelles à très long terme. Je me suis dit, je vais quand même aller dans notre base de données et regarder ce qui se passe. Alors, lorsqu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, on a une augmentation de la densité dans la zone nord-ouest du Valais, si vous pensez à la carte que je vous ai montrée avant. Mais on a une très faible expansion de la population. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est totalement surprenant parce que le lynx, c'est une espèce qui disperse très très lentement. Ce n'est pas comme le loup où un individu peut faire tout d'un coup des centaines de kilomètres. Un lynx, il va comme ça disperser pas à pas à partir d'une population d'une certaine densité, coloniser des nouveaux secteurs. C'est un processus lent. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que la zone habitée par le lynx dans ce compartiment nord-ouest du Valais, eh bien, elle est la même qu'en 2011-2015. Donc de ce côté-là, il y a eu une légère augmentation de la taille de population, mais sans plus. Et puis on a quelques individus qui réapparaissent durant l'hiver 2000-2023 en périphérie, donc des petits indices qui montrent qu'on a une colonisation. Mais par contre, on a une disparition totale de la région de l'Entremont, où l'espèce était encore détectée par nos pièges dans les années 2011-2015. L'espèce semble avoir disparu ici. Alors,
Maintenant, on peut se dire, parce qu'il y a eu, dans toutes ces polémiques, on m'a accusé en fait que j'avais inventé des données, mais également que s'il n'y avait pas de lynx au sud du Rhône, c'est parce qu'en fait le loup était revenu et que le loup tuait les lynx. C'est le président des chasseurs valaisans qui a dit ça quand même. Enfin, plein d'histoires comme ça. Mais le fait est qu'on a des données historiques. Le Heinrich Haller, dont je parlais tout à l'heure, il a publié sa thèse d'habilitation en 1992 et c'est basé sur la situation du lynx en Valais. Il collaborait avec l'équipe de Brighton Moser du Cora à l'époque, avant d'être directeur du parc national. Et en fait, on s'aperçoit que, ici, j'ai repris une carte de sa thèse d'habilitation. On s'aperçoit que tout ce compartiment ici au sud du Rhône, en fait, il était habité par les lynx en 1980. Et maintenant, on sait que depuis les années 2011, ben, en fait, le lynx a complètement disparu de ce secteur. Et en fait, moi, j'habite dans ce secteur ici, là, et je dois dire que tout au début, quand j'ai emménagé dans la maison de mes grands-parents, j'entendais régulièrement, au moment du rut, en février-mars, les lynx passer sur le coteau en feu lent. Et c'est vrai qu'à partir des années 2005-2010, j'ai plus jamais entendu ces lynx dans le secteur. Donc en fait, on a une corroboration comme ça aussi par des observations sur le terrain. Alors, j'arrive déjà à ma conclusion, mais je dirais que vous avez ici le portrait d'un garde-chasse valaisan qui est toujours en place. Vous voyez, il tient un jeune lynx qui a été trouvé dans un flexinet avec un mouton mal en point. Le lynx et le mouton étaient mal en point. Vous voyez, il sourit en tenant ce lynx dans les bras, ce qui n'est pas forcément un indice qu'il est très favorable aux prédateurs. Je trouve cette photo complètement déplacée. Et si on n'a pas un changement de paradigme au niveau de la mentalité dans les milieux synégétiques et dans les instances officielles qui dirigent la chasse, et on va en discuter tout à l'heure, l'avenir du lynx est compromis. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de paradigme dans la société et une autre perception de ces grands prédateurs que celle qui sévit maintenant. Et évidemment, quand c'est au niveau institutionnel que ça blesse, c'est d'autant plus grave et ça fait d'autant plus mal au cœur. Alors voilà, ici, vous avez une série de collègues qui ont participé à ces travaux. Je les remercie, car c'est grâce à eux qu'on a toutes ces données. Et puis, merci à vous pour votre attention.